Vous avez raison. Je vais simplement traduire le texte complet sans le diviser en sections. Voici ma traduction adaptée de l'histoire. Imaginez découvrir que votre mari et votre propre grand-mère entretenaient une liaison sous votre toit. On dirait un scénario de feuilleton, n'est-ce pas? Mais c'était ma réalité à 35 ans. Bonjour, chers amis. Je m'appelle Mathilde, j'ai aujourd'hui 72 ans et je vais vous raconter l'histoire la plus douloureuse de ma vie. Mais avant tout, si vous regardez cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous nous regardez. J'adore savoir que mes histoires atteignent tant d'endroits différents. Revenons en 1965. J'étais une jeune femme de 25 ans. Je travaillais comme couturière dans une boutique du centre de Paris. J'habitais avec mes parents dans une petite maison à Montmartre. Ma vie était simple, mais heureuse. C'est alors que j'ai rencontré Philippe. Il est venu à la boutique pour faire un costume pour le mariage de son frère. Grand, fort, avec ce sourire qui semblait illuminer la pièce. Ce fut le coup de foudre, comme on disait à l'époque. Philippe travaillait comme mécanicien, il avait son propre garage et était respecté dans le quartier. Nous avons commencé à sortir ensemble en décembre 1965 et en juillet 1967, nous étions déjà mariés. Ce fut une cérémonie simple mais très belle, à l'église Saint-Joseph. J'ai porté une robe que j'avais cousue de mes propres mains, avec une dentelle délicate que j'avais gardée pendant des années, rêvant de ce moment. Les premiers mois de notre mariage, nous avons vécu chez mes parents. C'était un peu étroit, mais nous économisions pour notre propre logement. Mon père, Monsieur Georges, et ma mère, Madame Émilie, adoraient Philippe. Mon père disait toujours « Ce garçon ira loin, Mathilde, tu as eu de la chance ». En mars 1968, la tragédie qui allait changer nos vies s'est produite. Mes parents étaient partis passer un week-end à Nice, chez un cousin. Au retour, un dimanche soir, un camion a franchi la ligne médiane. L'impact a été si violent que la voiture est devenue méconnaissable. Il n'y a pas eu de survivants. Du jour au lendemain, je me suis retrouvée sans père ni mère. Ce fut un choc terrible. J'étais fille unique. Je n'avais plus personne à part mes parents. Enfin, il y avait grand-mère Gisèle, la mère de ma mère, qui vivait dans une maison de retraite près de chez nous. Elle avait déjà 83 ans à l'époque. Quand mes parents sont décédés, nous avons décidé de la faire venir habiter avec nous. Après tout, elle était ma seule famille de sang restante, et je pensais que sa compagnie serait bénéfique durant cette période difficile. J'ai hérité de la maison de mes parents, ce qui a été une bénédiction. Philippe et moi avions maintenant notre propre foyer, et avec grand-mère Gisèle vivant avec nous, il semblait que nous reconstruisions une famille. J'ai continué à travailler comme couturière et Philippe réussissait bien avec son garage. Nous vivions simplement, mais ne manquions de rien. En 1970, après presque 3 ans d'essai, je suis finalement tombée enceinte. Ce fut une immense joie. Philippe voulait vraiment un garçon. Et quand Thomas est né le 23 octobre 1970, il débordait de fierté. Notre beau bébé, en bonne santé, avec les yeux de son père et, selon certains, le nez exactement comme le mien. Ce fut un accouchement difficile. J'ai passé presque 20 heures en travail. J'ai eu des complications et le médecin m'a averti que je ne pourrais plus avoir d'enfant. J'ai un peu souffert de cette nouvelle, mais je m'y suis résignée. Après tout, nous avions Thomas, notre trésor, notre fils unique. Il serait le centre de nos vies et c'était ce qui importait. Grand-mère Gisèle aidait comme elle le pouvait. Pour une dame de 85 ans, elle était étonnamment active. Elle faisait son lit toute seule, balayait parfois la cuisine et tenait même Thomas dans ses bras quand il était tout petit. Je considérais sa présence comme une bénédiction. Elle racontait des histoires de ma mère enfant, parlait de ma grand-mère que j'avais à peine connue, gardait vivante la mémoire de notre famille. Philippe a toujours traité grand-mère Gisèle avec beaucoup d'affection et de patience. Il ne se plaignait jamais quand elle répétait les mêmes histoires. Il ne s'irritait jamais quand elle confondait les noms des gens ou oubliait où elle avait rangé ses affaires. « C'est la mère de ta mère, Mathilde, » disait-il. « Nous devons bien prendre soin d'elle. » Les premières années après la naissance de Thomas furent heureuses. Nous travaillions dur
Économisions, rêvions de l'avenir. Notre fils était joyeux, en bonne santé, intelligent. Il a commencé à marcher tôt, à peine plus de 10 mois. Parler a pris un peu plus de temps. Quand il a eu 2 ans, en octobre 1972, il ne prononçait que quelques mots isolés. Maman, papa, mamie, oh, non, mais il communiquait très bien, pointant du doigt les choses, nous tirant par la main pour nous montrer ce qu'il voulait. C'est à peu près à cette époque, fin 1972, que j'ai commencé à remarquer des changements dans le comportement de Philippe. Il a commencé à rentrer plus tôt les jours où j'allais au marché ou rendre visite à des amis. Il a commencé à mieux s'habiller, à prendre une douche dès son retour du travail, avant même de dîner. À l'époque, j'ai pensé qu'il faisait simplement plus attention à son apparence, peut-être parce qu'il avait pris un peu de poids après notre mariage. Grand-mère Gisèle semblait aussi différente. Elle était plus silencieuse, évitait de me regarder dans les yeux quand nous discutions. Parfois, j'entrais dans la cuisine et ils étaient en train de parler, mais ils s'arrêtaient dès qu'ils me voyaient. « Nous parlions de Thomas », disait Philippe. « Cet enfant est la joie de la maison. » Je remarquais ces petits changements, mais je repoussais tout soupçon. Après tout, c'étaient les 2 personnes en qui j'avais le plus confiance au monde. Philippe était un bon mari, travailleur, ne rentrait jamais ivre à la maison, ne me maltraitait jamais. Et grand-mère Gisèle ? Eh bien, elle avait 87 ans en 1972. C'était ma grand-mère, ma seule famille de sang. Comment pouvais-je me méfier d'eux ? Mais le destin avait d'autres plans, et la vérité allait éclater de la manière la plus inattendue possible, à travers les yeux innocents de mon fils de seulement 2 ans. C'était un mardi de novembre 1972. Le temps était nuageux, menaçant de pleuvoir. Thomas avait une légère fièvre, rien de grave, mais j'ai décidé de ne pas l'emmener à la crèche. J'ai appelé la boutique où je travaillais comme couturière et j'ai prévenu que je ne viendrais pas. La patronne s'est plainte, nous avions beaucoup de travail, mais elle a compris. Une mère est une mère, n'est-ce pas ? Peu après le déjeuner, Philippe a appelé du garage, disant qu'il avait besoin d'un document qui se trouvait dans le tiroir de notre chambre. Il m'a demandé si je pouvais l'apporter. C'était étrange. Il ne me demandait jamais de venir au garage, mais je n'ai pas été méfiante. Le document était important, a-t-il dit, concernant le financement de nouveaux outils. Je vais juste donner un médicament à Thomas, attendre qu'il s'endorme, et je te l'apporterai, ai-je dit. J'ai donné le médicament à mon fils, et il s'est vite endormi. Il était encore un peu faible à cause de la fièvre. Je suis allée dans la chambre, j'ai pris le document dans le tiroir, j'ai appelé Madame Dubois, notre voisine, et lui ai demandé de garder un œil sur Thomas pendant que j'allais rapidement au garage. Je reviens dans une demi-heure, maximum, lui ai-je dit. Thomas dort, il ne devrait pas causer de problème. Je suis sortie de la maison, j'ai marché jusqu'à l'arrêt de bus, mais quand j'étais presque arrivée, j'ai eu un étrange pressentiment, une inquiétude. Et si Thomas se réveillait effrayé ? Et si la fièvre revenait plus forte ? J'ai décidé de rentrer à la maison et d'appeler Philippe pour lui dire que je ne pouvais pas venir. À cette époque, le téléphone était rare, mais nous en avions un à la maison, installé du vivant de mes parents. Je suis revenue en marchant rapidement. Je n'ai pas voulu frapper à la porte pour ne pas réveiller Thomas. J'ai utilisé ma clé. Je suis entrée tout doucement par la porte d'entrée. J'ai trouvé étrange le silence. Où était Madame Dubois ? C'est alors que j'ai entendu des bruits étranges venant de la chambre de grand-mère Gisèle. J'ai marché sur la pointe des pieds le long du couloir. La porte de la chambre de grand-mère était entr'ouverte. Ce que j'ai vu à ce moment-là a gelé mon sang dans mes veines. Philippe et ma grand-mère dans son lit. Les 2 ensemble comme mari et femme. Mon mari et ma grand-mère de 87 ans. Je suis restée paralysée à la porte, incapable de parler, incapable de crier, incapable de bouger. C'était comme si le monde s'était arrêté. Mon mari et ma grand-mère dans ma propre maison, la maison dont j'avais hérité de mes parents. Une scène si absurde, si impossible, que pendant un instant, j'ai pensé avoir un cauchemar. Le pire a été leur regard surpris. Ce n'était pas de la honte, pas de remords, juste de la surprise d'avoir été pris, comme si j'étais l'intruse, comme si je faisais quelque chose de mal en entrant dans cette chambre. « Mathilde !» Philippe a crié, sautant du lit, essayant de se couvrir avec le drap. « Tu n'étais pas partie au garage ?» Grand-mère Gisèle est restée allongée, me fixant avec une expression que je n'oublierai jamais.
Un mélange de défi et d'indifférence, comme si elle disait « Et maintenant, que vas-tu faire ?» Je ne sais pas où j'ai trouvé la force, mais j'ai réussi à retrouver ma voix. « Comment avez-vous pu ?» ai-je demandé, les larmes coulant sur mon visage. « Comment avez-vous pu me faire ça ?» Philippe a commencé à s'habiller précipitamment, balbutiant des excuses. « Mathilde, ce n'est pas ce que tu penses. C'était juste cette fois. Je ne sais pas ce qui s'est passé. »« Mensonge !» ai-je crié, me rappelant tous les petits signes que j'avais ignorés. « Ce n'était pas seulement cette fois, cela fait longtemps, n'est-ce pas? Depuis combien de temps me trompez-vous » C'est grand-mère Gisèle qui a répondu avec une froideur qui m'a glacé le sang. « Depuis avant la naissance de Thomas », a-t-elle dit, s'asseyant sur le lit. Pour une dame de 87 ans, elle semblait étrangement forte à ce moment-là. Depuis que je suis venue vivre ici. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Depuis avant la naissance de Thomas. Cela signifiait plus de 2 ans, peut-être depuis la mort de mes parents, depuis 1968. Pourquoi? C'est tout ce que j'ai pu dire. Philippe a essayé de s'approcher, mais j'ai reculé. « Ne me touche pas !» ai-je crié. « Plus jamais !» Soudain, j'ai entendu un petit pleur venant du couloir. Thomas. Mon Dieu, Thomas. Avec tous ces cris, il s'était réveillé. « Et où est Madame Dubois, qui était censée s'occuper de lui ?»« Où est Madame Dubois ?» ai-je demandé, essuyant mes larmes. « Je l'ai congédiée dès que tu es parti », a admis Philippe, tête baissée. J'ai dit que j'étais revenu du garage plus tôt et que je m'occuperais moi-même de Thomas. Tout était planifié. Il m'avait fait sortir de la maison exprès, inventer cette histoire de documents pour pouvoir être seul avec ma grand-mère. Et mon fils de 2 ans était là dans la maison pendant qu'il... J'ai couru dans le couloir et j'ai trouvé Thomas debout à la porte de sa chambre, pleurant doucement, son ours en peluche serré contre sa poitrine. Mon cœur s'est brisé en voyant cette scène. Il semblait si effrayé, si confus. « Maman est là, mon amour », ai-je dit en le prenant dans mes bras, le serrant contre moi, comme s'il pouvait disparaître à tout moment. C'est alors qu'il a pointé du doigt la chambre de grand-mère et a dit « Papa, mamie, non !» et a fait un geste avec sa petite main, frappant l'une contre l'autre. J'ai été glacée. Ce n'était pas la première fois qu'il voyait cette scène. J'ai regardé Philippe, qui s'était habillé et se tenait à la porte de la chambre de grand-mère. « Il vous a déjà vu avant, n'est-ce pas ?» ai-je demandé, la voix tremblante de colère. « Je ne sais pas de quoi tu parles », Philippe a essayé de dissimuler. « Il n'est qu'un enfant, il sait à peine parler correctement. » Mais Thomas continuait à répéter « Papa, mamie, non !» et à faire ce geste. Les enfants ne mentent pas, n'inventent pas ce genre de choses. Et soudain, tout a pris sens. Les fois où Thomas pleurait sans raison apparente quand il restait seul avec eux, la façon dont il avait commencé à éviter d'être dans les bras de son père ou de sa grand-mère. Il avait vu. Mon petit innocent avait été exposé à quelque chose qu'aucun enfant ne devrait voir, quelque chose qu'il ne pouvait pas comprendre, mais savait instinctivement que c'était mal. À ce moment-là, quelque chose en moi a changé. La douleur et l'humiliation ont été remplacées par une colère froide, calculée. Ils n'avaient pas seulement trahi ma confiance, mais aussi celle de mon fils. Ils avaient souillé sa pureté, la confiance qu'il avait envers les personnes qui devaient le protéger. « Vous avez 1 heure pour préparer vos affaires et quitter ma maison », ai-je dit, me surprenant moi-même par la fermeté de ma voix. « Quoi ?» Philippe semblait choqué. « Mathilde, parlons, nous pouvons résoudre cela. »« Il n'y a rien à résoudre, » ai-je coupé. « Cette maison appartenait à mes parents. Elle est à mon nom. Vous avez 1 heure. Si vous n'êtes pas parti d'ici là, j'appellerai la police. »« Tu ne peux pas me mettre dehors comme ça, » a dit grand-mère Gisèle, se levant enfin du lit. « Je suis ta grand-mère, ta seule famille. » Je l'ai regardée, cette dame de 87 ans que j'avais accueillie dans ma maison, dont je m'occupais avec tout mon amour, et j'ai ressenti un mélange de dégoût et de pitié. « Vous n'êtes plus ma famille, » ai-je dit avec un calme que je ne savais pas que j'avais. Ma famille, maintenant, c'est seulement mon fils. J'ai emmené Thomas dans notre chambre, ma chambre, car à partir de ce jour, Philippe n'y dormirait plus. J'ai fermé la porte et suis restée enlacée avec mon fils, le berçant jusqu'à ce qu'il se rendorme. J'entendais les bruits des 2 qui préparaient leurs affaires, discutant à voix basse, mais tout semblait très lointain,
comme si c'était un film que je regardais, pas ma vie qui s'effondrait. Quand Thomas s'est endormi, je suis sortie de la chambre. Philippe était dans le salon avec 2 grandes valises. Grand-mère Gisèle était assise dans le fauteuil avec une petite valise à côté d'elle, semblant fragile et vieille à nouveau. « Où va-t-elle aller ?» ai-je demandé à Philippe, sans regarder ma grand-mère. « Je ne sais pas, » a-t-il admis. « Peut-être dans une maison de retraite. » J'ai décidé d'appeler ma tante Jeanne à Lyon. Tante Jeanne était en fait ma grand-tante, la sœur de grand-mère Gisèle. Elle ne s'entendait pas bien, mais c'était la seule option à ce moment-là. Je suis allée au téléphone et j'ai composé le numéro. J'ai expliqué à tante Jeanne, sans entrer dans les détails, que j'avais besoin qu'elle accueille grand-mère Gisèle pour un temps. Elle s'est plainte, mais a fini par accepter. « Je la mettrai dans le train demain matin », ai-je dit. « Quelqu'un viendra la chercher à la gare ?» Nous avons tout arrangé. Cette nuit-là, grand-mère Gisèle dormirait sur le canapé du salon. Philippe devrait se débrouiller. « Où vas-tu rester ?» lui ai-je demandé, non par inquiétude, mais par simple curiosité. « J'ai une petite chambre à l'arrière du garage, » a-t-il dit. « Je peux dormir là-bas. » J'ai acquiescé. C'était un réduit sans salle de bain, avec juste un évier et des toilettes dans un coin, qu'il utilisait quand il devait travailler tard. Parfait pour lui. Cette première nuit a été la plus difficile. Après leur départ, Philippe au garage, grand-mère Gisèle sur le canapé du salon, j'ai verrouillé la porte de ma chambre et me suis effondrée. J'ai pleuré toutes les larmes que j'avais retenues devant eux. J'ai pleuré pour la trahison, pour l'humiliation, pour la fin de mon mariage, pour la perte de ma seule famille de sang, mais surtout j'ai pleuré pour mon fils. Comment lui expliquerais-je, quand il grandirait, que son père et son arrière-grand-mère avaient fait quelque chose d'aussi terrible? Comment le protégerais-je des commentaires malveillants qui viendraient certainement quand les gens découvriraient? À un moment dans la nuit, épuisée d'avoir tant pleuré, je me suis endormie. Je me suis réveillée avec Thomas me poussant, disant « Maman, oh !» C'était un nouveau jour. Un jour où je devrais être forte, non pas pour moi, mais pour mon fils. Je me suis levée, lui ai donné de l'eau, ai changé sa couche, lui ai mis des vêtements propres. Il semblait aller mieux de sa fièvre. Il a demandé son père, son ours qu'il avait oublié dans le salon. Feignant une normalité que j'étais loin de ressentir, je l'ai emmené à la cuisine pour prendre le petit déjeuner. Grand-mère Gisèle était déjà réveillée, assise à la table de la cuisine avec une tasse de thé. Elle semblait avoir vieilli de 10 ans pendant la nuit. Les épaules voûtées, les mains tremblantes, les yeux rouges de quelqu'un qui avait aussi pleuré. « Mathilde », a-t-elle commencé. « Pouvons-nous parler ?»« Nous n'avons rien à nous dire, » ai-je coupé, installant Thomas dans sa chaise haute. « Votre train part à 10 heures. Soyez prête. » J'ai préparé de la bouillie pour Thomas, du café pour moi. J'ai agi comme si elle n'était pas là. Quand nous avons terminé, j'ai emmené mon fils dans la chambre pour le préparer. Nous irions tous les 3 à la gare, moi, Thomas et grand-mère Gisèle. Puis, nous passerions au garage pour récupérer les papiers de la voiture qui était avec Philippe. J'en aurais besoin pour vendre la voiture. J'avais déjà décidé que je ne voulais rien qui me rappelle mon mariage. Le chemin jusqu'à la gare a été silencieux. Grand-mère Gisèle a essayé de parler plusieurs fois, mais j'augmentais simplement le volume de la radio du taxi. Thomas, sentant la tension, est resté tranquille sur mes genoux. Sur le quai, attendant le train, elle a fait une dernière tentative. « Ma petite fille, » a-t-elle dit, la voix tremblante, « je sais que tu ne me pardonneras pas, mais je veux que tu comprennes. » « Comprendre quoi ?» ai-je coupé. « Que pendant que je travaillais, m'occupais de la maison, me souciais de vous, vous couchiez avec mon mari ? Il n'y a rien à comprendre. »« Je l'aimais » a-t-elle murmuré si bas que je l'ai presque pas entendu avec le bruit de la gare. « Je crois que je l'aime encore. » Je l'ai regardée incrédule. L'amour ? Elle parlait d'amour, une dame de 87 ans et un homme de 36. « Vous ne savez pas ce qu'est l'amour ?» ai-je dit, tenant Thomas plus près de moi. L'amour est ce que je ressens pour mon fils, c'est vouloir protéger, soigner, rendre heureux. Ce que vous ressentez ? Je ne sais pas ce que c'est, mais ce n'est pas de l'amour. Le train est arrivé, sifflant fort. Je l'ai aidé à monter. Je lui ai remis la petite valise, donné l'enveloppe avec l'argent pour le billet et un peu plus pour les premiers jours chez tante Jeanne.
Adieu, grand-mère, ai-je dit sans émotion dans la voix. Elle m'a regardé une dernière fois, les yeux pleins de larmes, et a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Un jour, tu comprendras que nous ne choisissons pas qui nous aimons. J'espère seulement que ce ne sera pas trop tard. Le train est parti, emportant la seule personne de ma famille qui était encore en vie. Je suis restée là, debout sur le quai, tenant mon fils dans mes bras, regardant les wagons s'éloigner jusqu'à ce qu'ils disparaissent dans le virage. Je ne le savais pas encore, mais ce serait la dernière fois que je verrais ma grand-mère vivante. De la gare, j'ai pris un autre taxi directement pour le garage mécanique de Philippe. Thomas était fatigué, il a posé sa petite tête sur mon épaule et est resté tranquille pendant tout le trajet. Moi-même, j'avais du mal à organiser mes pensées. En moins de 24 heures, ma vie avait été bouleversée. Le garage se trouvait dans une rue animée du quartier. C'était un grand hangar avec une enseigne en métal où on lisait « Garage Philippe, mécanique générale ». Il avait commencé petit, avec seulement un élévateur de voiture et quelques outils de base. Maintenant, il employait 3 jeunes hommes et s'occupait des meilleures voitures de la région. Ça marchait bien, très bien. « Attendez ici », ai-je demandé au chauffeur de taxi. « Je reviens dans 5 minutes. » Je suis descendu du taxi avec Thomas dans mes bras et suis entré dans le garage. Le bruit du métal contre métal, l'odeur d'huile et de graisse, les voitures ouvertes montrant leurs entrailles, ce monde qui avait toujours été celui de Philippe, jamais le mien. Il était là, en bleu de travail taché de graisse, penché sur le moteur d'une Citroën. Il semblait concentré, comme si rien ne s'était passé, comme s'il n'avait pas détruit notre famille la veille. « Philippe » ai-je appelé, ma voix plus ferme que je ne l'espérais. Il s'est retourné, surpris. Clairement, il ne s'attendait pas à me voir là, encore moins avec Thomas. Il s'est essuyé les mains sur un chiffon qui était dans la poche de sa salopette et est venu dans notre direction. « Mathilde » a-t-il dit, regardant autour de lui, inquiet que les employés entendent notre conversation. « Que fais-tu ici ?»« Je suis venu chercher les papiers de la voiture, » ai-je dit, allant droit au but. « Ils sont avec toi, n'est-ce pas ?»« Oui, dans le bureau. » Il a répondu, confus. « Mais pourquoi en as-tu besoin maintenant ?»« Je vais vendre la voiture, » ai-je expliqué sans détour. « J'ai besoin de l'argent pour recommencer ma vie. »« Notre vie ?» ai-je ajouté, regardant Thomas, qui observait son père avec des yeux curieux. « Vendre ? Mais comment vas-tu te déplacer ? Comment vas-tu emmener Thomas à la crèche et faire les courses ? Ce n'est plus ton problème. Les documents, s'il te plaît. » Il a soupiré, vaincu, et m'a fait signe de le suivre jusqu'au petit bureau à l'arrière du garage. C'était une petite pièce avec un bureau en métal, une chaise et des étagères pleines de dossiers et de catalogues de pièces. Dans un coin, j'ai vu le matelas mince où il avait dormi, une valise ouverte avec des vêtements froissés. Il a ouvert un tiroir, a fouillé dans quelques dossiers et a sorti une enveloppe brune. « Tout est là », a-t-il dit en me remettant les documents de la voiture, les reçus de paiement, le manuel. J'ai pris l'enveloppe et l'ai mise dans mon sac. J'étais prête à partir quand il a attrapé mon bras. « Mathilde, nous devons parler, » a-t-il dit, la voix basse, presque suppliante. De nous, de Thomas, de l'avenir. J'ai regardé sa main sur mon bras, puis son visage. Un visage que je connaissais si bien, que j'avais aimé si longtemps. Maintenant, je n'y voyais que de la fausseté. « Ne me touche pas, » ai-je dit en m'éloignant. « Plus jamais. »« S'il te plaît, » a-t-il insisté. « C'était une erreur, une folie. Je ne sais pas expliquer comment ça a commencé, comment j'ai laissé cela arriver. Mais c'est fini. Je jure que c'est fini. Bien sûr que c'est fini, » ai-je acquiescé. « Notre mariage est fini. Ta chance d'être le père de Thomas est finie. Tout est fini. »« Tu ne peux pas m'éloigner de mon fils, » a-t-il protesté, sa voix montant un peu. « J'ai des droits. »« Vraiment ?» ai-je demandé en gardant mon calme. « Et si je raconte au juge ce que tu faisais avec ma grand-mère de 87 ans dans ma maison, avec notre petit-fils à proximité? Penses-tu qu'un juge te donnera des droits après cela ?» Il a pâli. Il savait que j'avais raison. À cette époque, un scandale comme celui-ci serait sa ruine. Non seulement il perdrait son fils, mais aussi ses clients, le respect de la communauté. Tout. « Que veux-tu » a-t-il demandé, vaincu. « Le divorce » ai-je répondu sans hésiter. Rapide, sans contestation. « Tu renonces à la garde de Thomas, mais tu peux le voir de temps en temps.
toujours en ma présence. Et une pension alimentaire, bien sûr, pas pour moi, pour ton fils. Et si je n'accepte pas? Alors, je raconterai tout à ta famille, à tes amis, à tes clients. Tous sauront quel genre d'homme tu es. Il m'a regardé longuement, les yeux pleins d'un mélange de colère et de désespoir. Finalement, il a acquiescé. « D'accord » a-t-il accepté. « Je ferai comme tu veux. »« Parfait » ai-je dit, ajustant Thomas dans mes bras. « Mon avocat te contactera cette semaine encore. » J'ai tourné le dos et suis sorti du bureau. J'ai traversé le garage sans regarder personne et suis retourné au taxi qui m'attendait toujours. « À la maison, s'il vous plaît » ai-je demandé au chauffeur. Mais tandis que la voiture s'éloignait, j'ai réalisé que je ne savais plus où était la maison. Cette petite maison à Montmartre, qui avait appartenu à mes parents, qui avait vu mon mariage grandir puis s'effondrer, ne semblait plus être un foyer. C'était juste un endroit plein de souvenirs que je voulais oublier. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai pris des décisions qui changeraient à jamais le cours de ma vie. D'abord, j'ai vendu la voiture, une Renault 4L 1969 que Philippe avait achetée 2 ans plus tôt. Je n'en avais pas besoin. Je n'avais jamais appris à conduire de toute façon. Ensuite, j'ai cherché un avocat recommandé par une cliente de la boutique où je travaillais comme couturière. Maître Simon, un monsieur âgé qui m'a écouté avec patience et sans jugement. Je lui ai tout raconté, chaque détail sordide. Il a tout noté et m'a assuré que le divorce serait rapide, vu les circonstances. Il ne voudra pas que cela devienne public, a expliqué Maître Simon. Il acceptera tous tes termes. Et il a effectivement accepté. Moins de 2 mois plus tard, en janvier 1973, j'étais officiellement divorcée. À cette époque, le divorce était rare, honteux. Les gens du quartier chuchotaient, quand je passais, inventaient des histoires sur la raison de la séparation. Aucune ne s'approchait de la vérité, si absurde qu'elle semblait être un mensonge. L'argent de la voiture, ajouté aux économies que j'avais gardées au fil des ans, sans que Philippe le sache, m'a donné un petit matelas financier, mais je savais que j'avais besoin de quelque chose de plus. Je ne pouvais pas continuer comme couturière pour toujours. Le salaire suffisait à peine pour me soutenir, moi et Thomas, même avec la pension que Philippe payait religieusement. C'est là que j'ai eu une idée. Depuis l'enfance, j'adorais faire des pâtisseries. J'avais appris avec ma mère, qui à son tour avait appris avec sa mère. Pas grand-mère Gisèle, mais l'autre grand-mère que j'avais à peine connue. Je faisais des gâteaux, des tartes, des macarons, que tout le monde complimentait. « Mathilde, cette pâtisserie est divine », disaient mes amis quand elle goûtait. J'ai commencé petit, faisant des gâteaux d'anniversaire sur commande. J'ai répandu la nouvelle parmi les clientes de la boutique de couture, parmi les mères de la crèche de Thomas, à l'église que je fréquentais. Bientôt, j'avais des commandes pour tous les week-ends, mais le grand tournant est arrivé par hasard. Une cliente très importante de la boutique, Madame Théodora, épouse d'un riche industriel, a goûté l'un de mes gâteaux lors d'une fête et m'a cherché le lendemain. « Ma chère, a-t-elle dit, je veux que tu fasses les pâtisseries pour les 15 ans de ma petite fille. Ce sera une fête pour 200 personnes au Racing Club de France. » J'ai paniqué. 200 personnes au Racing Club de France, c'était la chance de ma vie. Mais comment pourrais-je gérer cela seule? « Madame Théodora, ai-je commencé, hésitante, je suis honorée, mais je ne sais pas si je peux faire autant de choses toute seule. »« Engage de l'aide, a-t-elle répondu, comme si c'était évident. « Je vais t'avancer la moitié du montant, et si c'est bon, comme je l'espère, tu auras du travail garanti pour beaucoup d'autres fêtes. » C'est ce que j'ai fait. J'ai engagé 2 dames du quartier pour m'aider. Nous avons loué un four industriel pour cette semaine-là. Nous avons travaillé jour et nuit. Ce furent les plus belles et délicieuses pâtisseries que j'avais jamais faites dans ma vie. Le succès fut immédiat. Après cette fête, je n'ai plus jamais arrêté. Les commandes se sont multipliées. Soudain, je gagnais plus avec les pâtisseries que je n'avais jamais gagné comme couturière. 6 mois plus tard, j'ai pris une décision audacieuse. J'ai quitté mon emploi à la boutique et j'ai lancé ma propre entreprise. J'ai loué un petit local dans une rue animée, acheté l'équipement nécessaire, engagé 2 assistantes supplémentaires et inauguré les délices de Mathilde. Et savez-vous où se trouvait cette boutique? Exactement en face du garage de Philippe. Ce n'était pas prévu, je le jure. Ou peut-être qu'au fond, ça l'était. Le local était vacant depuis des mois. Le loyer était raisonnable. L'emplacement excellent,
mais je ne peux pas nier la satisfaction que j'ai ressentie quand j'ai signé le contrat et réalisé que tous les jours, Philippe verrait mon entreprise grandir, ma clientèle augmenter, ma vie s'épanouir sans lui. Le jour de l'inauguration, en septembre 1973, fut l'un des plus heureux de ma vie. Thomas, déjà presque 3 ans, était adorable dans une salopette bleue que j'avais cousue spécialement pour l'occasion. J'ai tenu à le placer dans la vitrine à côté des plus belles pâtisseries pour que tout le monde le voie. J'ai vu Philippe debout, à la porte du garage, observant de loin. Nos regards se sont croisés un instant. Il n'y avait plus de colère dans mes yeux, seulement une sérénité qui venait de la certitude que j'étais sur le bon chemin. Dans les mois qui ont suivi, ma pâtisserie a prospéré au-delà des attentes. Les gens faisaient la queue pour acheter mes pâtisseries. J'ai dû embaucher plus d'assistantes, acheter plus d'équipements, élargir les heures d'ouverture. Pendant ce temps, le garage de Philippe semblait de plus en plus vide. Ce n'était pas une coïncidence. Beaucoup de mes clients étaient d'anciens clients à lui. Les femmes, en particulier, préféraient apporter leur voiture à ma boutique pendant qu'elles achetaient des pâtisseries, puis l'emmener au garage concurrent 2 pâtés de maison plus loin. Personne ne me le disait directement, mais les rumeurs sur l'affaire de Philippe s'étaient répandues, déformées comme dans un téléphone arabe. On disait qu'il avait trompé sa femme avec une femme beaucoup plus âgée. Certains parlèrent de sa belle-mère, d'autres d'une cliente âgée. Personne n'a jamais imaginé que c'était ma propre grand-mère, mais le fait est que sa réputation était ternie et cela affectait ses affaires. En mars 1974, j'ai reçu un appel téléphonique de tante Jeanne de Lyon. Grand-mère Gisèle était décédée dans son sommeil. À 89 ans, elle ne s'est simplement pas réveillée un dimanche matin. « Viendras-tu pour l'enterrement » a demandé tante Jeanne, la voix neutre, sans juger mon éventuel refus. J'ai réfléchi longuement. La colère initiale avait laissé place à une profonde tristesse pour ce qui aurait pu être, pour la relation grand-mère-petite-fille que nous avions perdue pour toujours. Mais je ne pouvais pas lui pardonner. « Non, je ne pourrai pas venir », ai-je finalement répondu. « J'ai Thomas, la boutique. C'est compliqué. »« Je comprends », a-t-elle dit, et je suis sûre qu'elle comprenait vraiment. « Je m'occuperai de tout ici. » Après avoir raccroché le téléphone, je me suis assise dans la petite salle à l'arrière de la boutique et j'ai pleuré. Pas pour grand-mère Gisèle, pas exactement. J'ai pleuré pour tout ce que j'avais perdu, pour la famille que je n'aurais plus jamais, pour les rêves brisés. Mais quand j'ai séché mes larmes, j'ai regardé autour de moi et j'ai vu ce que j'avais construit à partir de rien. Une boutique prospère, une nouvelle vie, un avenir prometteur pour moi et mon fils. La douleur m'avait transformée, m'avait rendue plus forte, plus déterminée. Ce jour-là même, j'ai pris une autre décision importante. Je changerai le nom de la boutique de Les Délices de Mathilde à Délices Victoire, parce que c'est ce que j'avais conquis. Une victoire sur la trahison, sur la douleur, sur le désespoir qui avait failli me consumer. Et d'une certaine manière, ce fut ma véritable vengeance. Pas la boutique en face du garage, pas les clients qui ont cessé de fréquenter son entreprise. C'était de montrer à Philippe, au monde et surtout à moi-même que j'étais capable d'être heureuse seule, de construire quelque chose à partir de rien, de transformer la plus grande douleur de ma vie en ma plus grande force. Ce n'était que le début de mon nouveau voyage et, pour la première fois depuis longtemps, j'étais sincèrement enthousiaste à l'idée de voir où il me mènerait. Les années suivantes ont été marquées par un travail intense et une croissance. Thomas a commencé l'école primaire en 1976. Un garçon intelligent, joyeux, qui ne semblait pas porter de marque des événements traumatisants dont il avait été témoin si petit. Il voyait son père de temps en temps, toujours sous ma supervision, généralement un dimanche par mois. Ils se rencontraient au parc, prenaient une glace, discutaient. Philippe essayait d'être un bon père lors de ces occasions, apportait des cadeaux, jouait, montrait de l'intérêt. Mais il y avait toujours un malaise entre eux, une distance qu'ils n'arrivaient pas à surmonter. « Il ne m'aime pas », m'a dit Philippe une fois après avoir ramené Thomas d'une de ses rencontres. « Je sens qu'il ne veut pas être avec moi. »« Il n'est qu'un enfant », ai-je répondu, essayant de ne pas paraître trop dur. « Donne-lui du temps. » Mais je savais que ce n'était pas seulement une question de temps. Thomas, même si petit quand tout s'est passé, semblait garder un souvenir, une impression négative de cette période.
Ce n'était pas quelque chose qu'il exprimait en mots, surtout parce que nous ne parlions pas du passé. Mais c'était là, dans la façon dont il devenait tendu quand il savait qu'il allait voir son père, dans le soulagement évident quand il rentrait à la maison. À la maison, c'était juste lui et moi. Je n'avais pas recommencé à fréquenter quelqu'un depuis le divorce, pas par manque d'opportunités. La pâtisserie me mettait en contact avec beaucoup de personnes et de temps en temps, un homme montrait de l'intérêt. Mais j'avais érigé un mur autour de mon cœur. La trahison de Philippe avec ma propre grand-mère avait détruit ma capacité à faire confiance, jusqu'à ce que je rencontre Jean. Monsieur Jean était veuf, père de 4 enfants, déjà adultes. Il possédait une petite fabrique de meubles dans le quartier voisin. Il est venu dans ma pâtisserie en juin 1977 pour commander un gâteau pour l'anniversaire de sa fille cadette qui allait avoir 18 ans. « Je veux quelque chose de spécial », a-t-il dit avec cette voix grave et tranquille qui m'a tout de suite captivée. Elle aime beaucoup les fleurs. Peut-être un gâteau en forme de jardin. Nous nous sommes assis pour discuter des détails. Jean avait 52 ans à l'époque, moi 37. C'était un homme grand, aux cheveux grisonnants, aux mains larges et calleuses, de quelqu'un qui a travaillé toute sa vie avec du bois. Il avait des yeux bruns bienveillants et un sourire timide qui apparaissait rarement, mais quand il apparaissait, illuminait tout son visage. Nous avons parlé pendant près d'1 heure. Il m'a raconté sa fille, à quel point il était nerveux pour la fête, puisque son épouse s'occupait toujours de ces choses avant de décéder, 3 ans plus tôt, d'un cancer. Il a parlé de ses autres enfants, de ses petits-enfants qu'il avait déjà, du travail à la menuiserie. « Et vous » a-t-il demandé soudainement. « Vous avez une famille ?»« Un fils » ai-je répondu, montrant la photo de Thomas que je gardais sur le comptoir. « Il a 7 ans maintenant. »« Le père » a-t-il commencé, hésitant. « Nous sommes divorcés » ai-je dit simplement. Je ne suis pas entré dans les détails, bien sûr. Il a acquiescé, sans poser plus de questions. À cette époque, être divorcé portait encore un stigmate, mais il n'a pas semblé juger. J'ai fait le gâteau pour la fête, l'un des plus beaux que j'avais jamais créé. Il est venu le chercher le jour convenu, a payé, m'a remercié, et j'ai pensé que je ne le reverrais plus jamais. Mais 1 semaine plus tard, il était de retour. Le gâteau a été un succès, a-t-il dit en souriant ce sourire rare. Élise était enchantée. Tout le monde a demandé où nous l'avions acheté. « Je suis contente », ai-je répondu, sincèrement heureuse. Il est resté debout un moment, comme s'il rassemblait son courage pour dire quelque chose. « Finalement, madame, je veux dire, vous accepteriez de dîner avec moi un jour ?» J'ai été surprise. Je ne m'attendais pas à cela. Cela faisait si longtemps que je n'étais pas sortie avec un homme que je ne savais même pas comment répondre. « Je ne sais pas, » ai-je balbutié. « J'ai Thomas, la boutique. » « Je comprends. » Il a reculé poliment. « C'était juste une idée. Excusez-moi si j'ai été audacieux. »« Non, vous n'avez pas été audacieux, me suis-je empressé de dire. C'est juste que ça fait très longtemps que je ne suis pas sortie avec quelqu'un. Je crois que j'ai perdu l'habitude. » Il a souri avec compréhension. « Que diriez-vous d'un café alors ? Ici même, un de ces jours, à l'heure qui vous convient le mieux. » Un café semblait moins intimidant. J'ai accepté. Ainsi a commencé notre relation. Doucement, avec précaution, comme 2 personnes blessées qui ont peur de se blesser à nouveau. Le café s'est transformé en déjeuner, qui s'est transformé en dîner, qui s'est transformé en une promenade au parc avec Thomas. Mon fils, à ma grande surprise, a adoré tonton Jean dès la première rencontre. Peut-être parce que Jean était si différent de son père, calme là où Philippe était impulsif, patient là où Philippe était pressé, attentif là où Philippe était distrait. Nous avons fréquenté pendant presque 1 an avant qu'il me demande en mariage. C'était un soir de mai 1978, après un simple dîner dans l'appartement où il vivait seul, depuis que sa fille cadette s'était mariée. « Nous n'avons pas besoin de nous presser, » a-t-il dit, tenant mes mains dans les siennes. « Nous pouvons attendre le temps que tu veux, mais je veux que tu saches que je t'aime et que j'aimerai ton fils comme s'il était le mien. » J'ai pleuré. Je n'ai pas pu m'en empêcher. C'étaient des larmes de soulagement, de gratitude, d'un bonheur que je ne pensais pas ressentir à nouveau. « Oui, » ai-je répondu entre les sanglots. « Oui, je veux t'épouser. » Nous nous sommes mariés en septembre de cette année-là, dans une petite cérémonie intime,
Juste ses enfants, quelques amis proches, Thomas comme garçon d'honneur. Philippe n'a pas été invité, bien sûr, mais il a envoyé un cadeau à son fils. Un nouveau vélo, le rêve de Thomas à cette époque. Jean avait une grande maison confortable dans le même quartier où il avait élevé ses enfants. Nous avons décidé d'y vivre et j'ai loué la petite maison dont j'avais hérité de mes parents. L'argent du loyer s'est ajouté aux revenus de la pâtisserie, qui continuait à prospérer. Le garage de Philippe, en revanche, allait de plus en plus mal. Il a perdu des employés, perdu des clients, au point où il ne s'occupait plus que des urgences, des petites réparations. J'ai entendu dire qu'il avait commencé à boire, qu'il était toujours de mauvaise humeur, qu'il avait même éloigné le peu d'amis qu'il avait. Je ne prenais pas plaisir à son malheur, je le jure. Juste une sorte de justice poétique. Il avait détruit notre famille, détruit ma confiance dans les gens, presque détruit ma vie. S'il récoltait maintenant ce qu'il avait semé, ce n'était pas par mon action directe. Le pire est arrivé en 1980. Philippe a eu un accident au garage. Une voiture qui était sur l'élévateur est tombée sur lui, écrasant ses jambes. Il a survécu, mais est devenu paraplégique. Il ne marcherait plus jamais. Je l'ai appris par sa sœur, qui m'a appelé pour me prévenir. « J'ai pensé que tu devais savoir », a-t-elle dit, « à cause de Thomas. » J'ai été choquée. Malgré tout, je ne souhaitais pas de mal à Philippe. Pas à ce point. « Comment va-t-il » ai-je demandé. « Mal », a-t-elle répondu sincèrement. Pas seulement physiquement. Il est déprimé, parle de se suicider. Le garage va devoir fermer. Il n'a pas de quoi subvenir à ses besoins. Je suis restée silencieuse, assimilant ces informations. Une partie de moi, la partie blessée, meurtrie, pensait bien fait. Mais une autre partie, la mère de son fils, ressentait une compassion inattendue. « Que va-t-il lui arriver » ai-je finalement demandé. « Je vais l'emmener vivre avec moi à Marseille » a-t-elle expliqué. « J'ai de la place, je peux m'occuper de lui, mais c'est loin. Il ne pourra pas voir Thomas fréquemment. » Cela m'inquiétait. Aussi compliqué que soit leur relation, Thomas avait besoin de son père. Et maintenant, avec Philippe handicapé, il était peut-être encore plus important de maintenir ce lien. « Préviens-moi quand vous serez installés, » ai-je dit. « J'emmènerai Thomas lui rendre visite. » Elle m'a remerciée, émue. « Tu es une bonne personne, Mathilde, malgré tout ce que mon frère a fait. » J'ai raccroché avec une étrange sensation dans la poitrine. Ce n'était pas le pardon. Je ne pourrais jamais pardonner complètement ce que Philippe avait fait. C'était plus comme une libération, réaliser que la colère, la rancune n'avaient plus le même pouvoir sur moi, que j'avais vraiment avancé. J'ai parlé de l'accident à Jean. Lui, avec cette sagesse tranquille qui m'a toujours impressionné, a simplement acquiescé. « Nous devrions l'aider si nous le pouvons », a-t-il dit simplement. J'ai regardé cet homme incroyable que le destin avait mis sur ma route et j'ai pensé « Comme j'ai été béni. J'ai beaucoup perdu, mais j'ai gagné encore plus. » Dans les semaines qui ont suivi, nous avons aidé à organiser le déménagement de Philippe à Marseille. Jean, qui s'y connaissait en menuiserie, a adapté un fauteuil roulant pour le rendre plus confortable. J'ai préparé quelques repas qui pouvaient être congelés pour les premiers jours dans la nouvelle maison. Thomas, qui avait maintenant 10 ans, a appris l'accident et a voulu voir son père avant le déménagement. Je l'ai emmené à l'hôpital. Ce fut une visite difficile. Philippe était abattu, amaigri, avec des cernes profonds. Il semblait avoir vieilli de 10 ans. « Salut, fils », a-t-il dit, la voix faible. « Désolé que tu me vois comme ça. » Thomas, toujours si bavard, est resté silencieux, regardant son père dans ce lit d'hôpital, les jambes immobilisées, les tubes et les appareils. « Tu vas guérir » a-t-il finalement demandé. Philippe m'a regardé, puis à nouveau son fils. « Je ne vais pas remarcher » a-t-il expliqué, essayant de paraître fort. « Mais je vais guérir d'autres façons. Je vais apprendre à vivre comme ça. » Thomas a acquiescé sérieusement. Puis, nous surprenant tous les deux, il s'est approché du lit et a embrassé son père. C'était une étreinte rapide, un peu maladroite, mais sincère. « Je viendrai te voir à Marseille » a-t-il promis. Philippe n'a pas pu répondre. Il a simplement hoché la tête, les yeux humides. En sortant de l'hôpital, Thomas a pris ma main, chose qu'il ne faisait plus fréquemment, se trouvant trop grand pour cela, et a demandé « Maman, pourquoi toi et papa vous êtes séparés ?»
La question m'a prise au dépourvu. Nous n'en avions jamais parlé ouvertement. Que dire à un enfant de 10 ans? Je ne pouvais pas raconter toute la vérité. C'était trop lourd. Parfois, deux personnes qui se sont aimées cessent de s'aimer, ai-je répondu, choisissant mes mots avec soin. Pas parce que l'une est mauvaise ou l'autre est bonne, mais parce que les gens changent, prennent des chemins différents. Mais tu es encore fâché contre lui, a-t-il observé, perspicace comme toujours. Je ne suis plus fâché, ai-je dit, me rendant compte que c'était vrai. Je suis en paix, et tu devrais l'être aussi. Ton père a commis des erreurs, comme nous tous, mais il t'aime. Cela n'a jamais changé. Thomas est resté silencieux un moment, digérant mes paroles. Puis il a demandé « Tu penses que grand-mère Gisèle a aussi commis des erreurs ?» Mon cœur s'est accéléré. Il se souvenait de grand-mère Gisèle. Se souvenait-il de ce qu'il avait vu? Oui, ai-je répondu prudemment. Elle a aussi commis des erreurs. C'est pourquoi elle est partie. À cause des erreurs? Oui, pour cela, mais elle t'aimait aussi à sa façon. Il a acquiescé comme si cela avait du sens pour lui. Nous n'avons plus parlé de ce sujet ce jour-là, ni les jours suivants, mais j'ai senti que quelque chose avait été résolu pour lui, une pièce du puzzle qui s'était enfin mise en place. Le temps a filé après cela. Les années 80 ont apporté des changements, des défis, des joies. Délices Victoire s'est développé. J'ai ouvert une deuxième boutique en 1983, cette fois dans un centre commercial qui a été inauguré dans le quartier voisin. C'était une démarche audacieuse. À l'époque, les centres commerciaux étaient une nouveauté à Paris, un concept américain qui commençait tout juste à gagner du terrain en France. Beaucoup de commerçants traditionnels fronçaient les sourcils. Ils disaient que ça ne marcherait pas, que les Français aimèrent le commerce de rue. Jean m'a soutenu dès le premier instant. « Le monde change, Mathilde, » disait-il. « Nous devons changer avec lui. » Et il avait raison. La boutique du centre commercial a été un succès dès l'inauguration. J'ai dû embaucher plus d'employés, élargir la production, même acheter une petite camionnette pour transporter les pâtisseries entre la boutique originale, où se trouvait la cuisine principale, et la nouvelle succursale. Thomas est entré dans l'adolescence avec les difficultés normales de cette phase, mais sans grand problème. C'était un garçon, maintenant un jeune homme, studieux, responsable, sensible. Il rendait visite à son père à Marseille régulièrement, tous les 2 mois. Philippe n'a plus jamais marché, mais a réussi à établir une vie raisonnablement confortable dans la maison de sa sœur. Il a commencé à travailler en comptabilité, quelque chose qu'il pouvait faire à domicile, assis. Il ne gagnait pas beaucoup, mais suffisamment pour se sentir utile, pour maintenir une certaine dignité. La pension qu'il payait pour Thomas a considérablement diminué après l'accident, mais cela ne m'importait pas. Jean et moi avions les moyens de donner à notre fils tout ce dont il avait besoin. Et il était important pour Thomas de savoir que son père, même avec des limitations, s'efforçait encore de contribuer. En 1984, la plus grande joie, Thomas a été admis au concours d'entrée de l'école des ponts et chaussées. Ce fut une célébration mémorable. Nous lui avons fait une fête surprise, réunissant des amis de l'école, des voisins, des membres de la famille de Jean, qui le traitaient déjà comme leur petit-fils. Même Philippe est venu de Marseille pour participer. C'était la première fois que les deux, Jean et Philippe, se rencontraient en personne. J'avoue que j'étais nerveuse, je ne savais pas comment ça se passerait, mais je n'avais pas besoin de m'inquiéter. Jean, toujours un gentleman, a traité Philippe avec respect et considération. Philippe, à son tour, a été poli et a même remercié Jean de si bien prendre soin de « ma femme et mon fils ». Ce fut un moment touchant qui a montré à quel point nous avions tous mûri, surmonté les blessures du passé. Thomas à l'université signifiait une autre phase dans nos vies. Il a continué à vivre avec nous, mais c'était presque comme s'il avait quitté la maison. Il passait toute la journée à l'école, avait des groupes d'études le soir, sortait avec ses nouveaux amis les week-ends. La maison est devenue plus silencieuse, plus vide. C'est alors que Jean a eu l'idée qui changerait à nouveau nos vies. « Pourquoi ne pas étendre nos affaires ?» a-t-il suggéré un soir après le dîner. « Unir ta pâtisserie avec ma menuiserie. » Au début, j'ai trouvé l'idée étrange. Qu'est-ce que les pâtisseries auraient à voir avec les meubles? Mais ensuite, il a expliqué.
Nous pouvons créer une gamme de meubles spécifiques pour les pâtisseries, boulangeries, cafés, tables, chaises, comptoirs, vitrines. Il m'a montré les croquis qu'il avait faits. C'était magnifique, des pièces élégantes, fonctionnelles, qui combinaient le bois et le métal d'une manière contemporaine mais accueillante. Et tu peux créer une ligne de café et pâtisserie à l'intérieur des magasins de meubles, a-t-il poursuivi avec enthousiasme. Les gens viennent voir les meubles, prennent un café, goûtent une pâtisserie, restent plus longtemps, se sentent à l'aise. C'était une idée en avance sur son temps. Aujourd'hui, on voit cela partout. Des magasins de meubles avec des cafés intégrés, mais en 1985, c'était révolutionnaire et cela a extraordinairement bien fonctionné. Nous avons appelé notre nouvelle entreprise Maison & Saveur. Nous avons ouvert le premier établissement en 1986 dans un ancien hôtel particulier que nous avons adapté dans le quartier de Saint-Germain. C'était un magasin de meubles au premier étage et une pâtisserie au rez-de-chaussée. Les clients pouvaient voir les meubles en utilisation, les tables, chaises, comptoirs, tout en dégustant nos pâtisseries et cafés. Le succès fut immédiat et bien plus grand que prévu. En 2 ans, nous avons ouvert 3 autres établissements dans différents quartiers de Paris. Nous avons dû agrandir tant la menuiserie que la cuisine centrale de pâtisserie. Nous avons embauché des dizaines d'employés. Thomas, qui était en 3e année d'ingénierie, a commencé à s'intéresser à l'entreprise familiale. Il appliquait ce qu'il apprenait à l'école pour améliorer nos processus, rendre la production plus efficace. En 1989, la grande surprise est arrivée. Thomas nous a présenté Sophie, sa petite amie de l'université. Une belle jeune femme, intelligente, déterminée, qui étudiait l'architecture. Ils s'étaient rencontrés lors d'un projet interdisciplinaire entre les départements d'ingénierie et d'architecture. J'ai tout de suite su que c'était sérieux. Mon fils n'avait jamais amené une petite amie pour rencontrer la famille auparavant. Effectivement, moins d'1 an plus tard, en 1990, ils ont annoncé leur fiançailles. Le mariage aurait lieu après leur diplôme à tous les deux, en 1991. J'avais du mal à y croire. Mon petit garçon devenait un homme. Il allait construire sa propre famille. Philippe a reçu la nouvelle avec émotion. Sa santé était déjà plus fragile à cette époque. L'accident avait laissé des séquelles qui s'aggravaient avec le temps, problèmes rénaux, circulatoires, mais il a tenu à participer à tous les préparatifs du mariage qu'il pouvait, même à distance. Il a personnellement choisi le cadeau qu'il offrirait au couple. Un service de table en porcelaine fine qui a dû coûter plusieurs mois de son modeste salaire. Le mariage a eu lieu en mars 1991, lors d'une belle cérémonie au Jardin des Plantes. Sophie était éblouissante dans une robe qu'elle avait elle-même dessinée. Thomas, élégant dans un costume bleu marine, semblait rayonner de bonheur. Jean et moi avons pleuré d'émotion quand ils ont échangé leurs vœux. Philippe est venu pour la cérémonie, bien sûr. Il était au premier rang dans son fauteuil roulant, visiblement ému. C'est lui qui a porté le premier toast lors de la réception. D'une voix émue, il a dit à mon fils et ma belle-fille « Que vous construisiez une famille fondée sur l'amour, le respect, l'honnêteté, des valeurs que, malheureusement, j'ai appris à apprécier trop tard. » Il n'y avait aucune amertume dans ces paroles, juste une reconnaissance sincère des erreurs du passé et un désir authentique que son fils suive un meilleur chemin. Je l'ai regardé à ce moment-là et j'ai finalement senti que le pardon était possible. Pas un oubli de ce qui s'était passé, mais une acceptation, une compréhension que nous sommes tous faillibles, que nous commettons tous des erreurs. Le jeune couple s'est installé dans un appartement près de la cité universitaire. Thomas avait obtenu un poste d'ingénieur junior dans une grande entreprise de construction et Sophie commençait à travailler dans un cabinet d'architecture renommé, mais tous deux restaient impliqués dans les affaires familiales. Maison & Saveur comptait désormais 6 établissements à Paris et des projets d'expansion vers d'autres villes. En 1992, la nouvelle qui a fait presque exploser mon cœur de joie. « Maman, papa », a dit Thomas pendant un déjeuner dominical, « vous allez être grands-parents. » Jean et moi nous sommes regardés incrédules pendant 1 seconde. Puis nous avons explosé en sourires et larmes. Un petit-fils. La continuation de la famille, la promesse de nouvelles joies, de nouveaux recommencements. Sophie était radieuse pendant sa grossesse. Elle a eu peu de nausées, est restée active et a travaillé presque jusqu'à la fin. Le bébé est né en avril 1993.
un beau garçon, en bonne santé, qu'ils ont nommé Gabriel. Il avait les yeux de son père, le menton de sa mère et, selon Jean, le même regard observateur que Thomas quand il était petit. Philippe a rencontré son petit-fils quand Gabriel avait 2 semaines. Il était déjà très affaibli à cette époque, de plus en plus diminué par ses problèmes de santé. Mais quand il a pris son petit-fils dans ses bras, ses yeux ont brillé d'une façon que nous n'avions pas vue depuis longtemps. « Il a mon nez », a-t-il dit fièrement. Et c'était vrai, ce petit nez retroussé qui était passé de Philippe à Thomas et maintenant à Gabriel. La continuité de la vie, malgré tout. Gabriel a grandi, entouré d'amour, de ses parents, de nous, grands-parents paternels, des grands-parents maternels, de Philippe, qu'il appelait « Papy-Phil ». Les premières années, nous emmenions souvent le petit à Marseille pour qu'il passe du temps avec son grand-père. Puis, quand Philippe est devenu plus malade et a dû être hospitalisé fréquemment, les visites sont devenues plus rares. En 1997, nous avons reçu l'appel que, d'une certaine manière, nous attendions depuis des années. Philippe avait subi une crise cardiaque massive pendant la nuit. Il n'a pas survécu. Il est parti durant son sommeil, sans souffrance, selon les médecins. Thomas a été dévasté. Malgré tout, il aimait son père. Il a pleuré comme un enfant quand il a reçu la nouvelle. Sophie, toujours sensible, a suggéré qu'il donne à Gabriel, alors âgé de 4 ans, un album avec des photos de son grand-père pour qu'il ne l'oublie jamais, a-t-elle dit. Les funérailles ont été simples, comme Philippe l'aurait voulu. Une crémation, suivie d'une petite cérémonie où nous avons dispersé ses cendres dans la Méditerranée, à Marseille, son dernier foyer. Thomas a prononcé quelques mots émouvants sur son père, sur les bons moments, les leçons apprises, l'amour qui, malgré les erreurs, n'a jamais cessé d'exister. En revenant à Paris après les funérailles, dans la voiture avec Jean, je me suis mise à penser à la façon dont la vie fait des détours, comment le destin nous mène sur des chemins que nous n'aurions jamais imaginés. Si quelqu'un m'avait dit là-bas en 1972, quand j'ai découvert la trahison, qu'un jour je pleurerais la mort de l'homme qui m'avait trahi, que je ressentirais une tristesse sincère pour son départ, je ne l'aurais jamais cru. Mais la vie nous enseigne, nous façonne, nous rend plus sages, plus compatissants. La douleur que Philippe m'a causée a été immense, mais elle m'a aussi transformée, m'a rendue plus forte, plus indépendante, m'a poussée sur un chemin que, autrement, je n'aurais peut-être jamais emprunté. Elle m'a menée à Jean, au succès de notre entreprise, à une vie pleine et accomplie que je n'aurais jamais imaginé avoir. Et aujourd'hui, à 72 ans, en regardant en arrière, je vois que la plus grande vengeance contre ceux qui vous blessent n'est pas la haine, n'est pas la rancune, n'est même pas le succès jeté à la face, c'est le bonheur authentique, c'est d'aller de l'avant, c'est de construire une vie si bonne, si pleine, que la douleur du passé devient juste un souvenir lointain, une cicatrice qui ne fait plus mal. J'ai mon mari, mon fils, ma belle-fille, mon petit-fils, qui a maintenant 30 ans et m'a donné une arrière-petite-fille adorable, la petite Léa. J'ai notre entreprise prospère. Maison & Saveur a maintenant des établissements dans 5 régions, gérés par Thomas et Sophie. J'ai la santé, j'ai la paix. C'est le message que je veux vous laisser, chers amis. La vie va nous abattre plusieurs fois et de façon que nous ne pouvons pas prévoir. Nous allons pleurer, nous allons souffrir, nous allons penser que nous ne pourrons pas nous relever. Mais nous nous relevons toujours. Et quand nous regardons en arrière, nous réalisons que ce sont précisément ces moments de douleur qui ont fait de nous ce que nous sommes. Mon mari m'a trompée avec ma grand-mère de 87 ans. On dirait un feuilleton, n'est-ce pas? Mais c'était réel, c'était ma vie. Et aujourd'hui, je suis reconnaissante d'avoir traversé cela, parce que cela m'a amenée jusqu'ici, jusqu'à cette vie que j'aime, jusqu'à vous qui m'écoutez. La douleur passe, l'amour reste, le pardon libère, et la vie, la vie continue toujours à nous surprendre, à nous enseigner, à nous donner de nouvelles chances. C'est mon histoire. J'espère qu'elle a touché votre cœur d'une manière ou d'une autre. Et si vous traversez quelque chose de difficile maintenant, rappelez-vous, cela passera aussi et vous serez plus fort après. Croyez-moi, merci d'avoir écouté une dame âgée parler du passé. Et n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à la chaîne Histoire Grand-mère. Cette grand-mère vous en remercie.
un câlin affectueux pour vous tous.